Arimi Choubadé, le quotidien Le Patriote titre ce matin « Libération de Madougou et de Joël Aïvo. Les États-Unis mettent la pression sur le Bénin ». Le quotidien fait allusion à un rapport du secrétaire d'État, je vais me répéter, des États-Unis. Est-ce qu'il est urgent maintenant de faire une telle pression? Non, mais la pression n'est pas de maintenant. Le Bénin est connu pour sa proportion depuis un certain nombre d'années je sais pas moi, à mettre en parenthèse les règles élémentaires de la démocratie. Le Bénin est un premier, il y a un truc, il y a même eu, depuis 2019, les organismes de droits de l'homme, que ce soit des États-Unis ou des Nations Unies, sont passés régulièrement au Bénin. Je crois qu'il y a même une délégation américaine qui est allée rendre visite à Ricky Amadougou en prison. Et il y a eu à plusieurs reprises la visite du Bénin, de respecter les droits de la prisonnière et même de la libérer. Le Bénin a ses raisons. La raison elle-même ignore. Elle est toujours en prison, dans des conditions parfois. Et vous allez voir que après cette pression que vous parlez, vous allez constater que d'ici quelques jours, l'administration pénitentiaire va encore augmenter sa pression sur la dame. Elle est devenue un objet de chantage. Voilà. C'est incompréhensible, ça se passe au Bénin, c'est la réalité. Vous savez que le Bénin, le programme MCA que les Américains financent au Bénin, notamment en matière justement de l'organisation de la justice, de création d'énergie, de foncier, etc. Ce programme-là a été, je crois que l'enveloppe a été divulguée en 2019, après les événements liés aux législatives. Mais malgré ça, le gouvernement du Bénin a continué sa politique de terreur, on peut dire, jusque 2 ans après, et qui a le professeur Aïvo fait arrêter. Alors que depuis 2019, beaucoup d'autres séjournaient déjà en prison pour les raisons liées aux élections, à la politique. Vous connaissez les exilés qui sont à l'extérieur et qui justement ne cessent de continuer le combat. Pour alerter ces chancelleries-là de ce qui se passe au Bénin, je peux vous raconter que très régulièrement, vous avez des amis qui vous disent vous là, qu'est-ce que vous continuez à chercher dans le pays avec cette terreur qui s'abat sur tout le monde? Vigile avancé de votre relation en illustration avec elle de bois pour avoir tendu son micro à des citoyens du Porto pour raconter ce qu'il avait raconté. Voilà, donc c'est pas une nouvelle pression, je crois que le Bénin s'installe dans cette posture de défi pour la communauté internationale en matière de respect des droits de l'homme. Ça ne fait pas. Je ne sais pas si cette énième pression va aboutir. On peut rappeler l'épisode de la Cour africaine des droits de l'homme qui a rendu une décision, qui a demandé justement que le code en conflit actuellement soit suspendu et qu'on ramène le code électoral de 2012-2013. Le Bénin, pour toute réponse, le Bénin s'est retiré de la Cour africaine des droits de l'homme et a continué son chemin, a continué à traficoter le code à sa guise. Voilà le tableau le Bénin et la communauté internationale. C'est une histoire en matière de violation des droits de l'homme depuis au moins 2009. Nikaz Azongo, alors que Cotonou est secoué par une sulfureuse et mystérieuse affaire de tentative de coup d'État, Washington sonne la charge. Les autorités du gouvernement fédéral se sont senties très préoccupées par la situation de l'ancienne ministre de la Justice, du président Boni Yayi et du professeur Frédéric Joël Aïvo. Ils sont préoccupés, les États-Unis. Non, la démarche des États-Unis reste dans une logique. Elle vient renforcer celle initiée par les démocrates en temps pour le vote d'une loi pour quand même répondre à l'appel de ceux qui estiment
qu'il fallait quand même poser date assez important pour soutenir et renforcer la promotion de la paix en République du Bénin. Puisque sans ce facteur, on aurait beau construire ou bien transformer en un jour Cotonou à Paris. C'est les Béninois qui vont vivre dans le pays et d'autres citoyens. S'il n'y a pas la paix, comment vous voulez que ce que vous avez posé comme acte important, comme acte qui retient l'attention puisse être apprécié? Ça ne peut pas être le cas. Donc c'est en cela que je trouve que ce que les États-Unis ont fait en attirant l'attention de l'État sur la nécessité de se préoccuper du cas Rekia Madougou et Joël Aïvo n'est qu'une bonne démarche. Elle est une bonne démarche et je crois que le grand frère Arimi Choubari a largement évoqué tous les aspects pouvant permettre de comprendre la justesse de l'acte posé. Mais ce que moi je voudrais exprimer à travers cette démarche des États-Unis, c'est de montrer que tout n'est pas rose en matière de promotion et de protection des droits de l'homme, comme on semble bien le fait croire. La perfection n'est pas de ce monde, mais quand même, on peut tendre vers la perfection. Je crois qu'en matière de protection et de défense des droits humains, au-delà de toutes les performances qui sont mises en vedette par médias interposés pour montrer que le Bénin gagne de jour en jour de points, il faudrait quand même que le Bénin aille au-delà de ces actes et savoir qu'il y a encore beaucoup à faire. Parce que tant que le dernier prisonnier, ce n'est pas seulement le cas Joël Aïvo et Rekia Madougou, le cas de tous les prisonniers devait nous préoccuper. Parce que nous sommes tous des prisonniers qui s'ignorent. Et c'est une maison qui est régie par des règlements, par des conditions de détention. Si ces conditions de détention ne sont pas respectées, ça veut dire que nous avons encore du pain sur la planche en ce qui concerne le droit, le respect des droits des détenus. Donc, je voudrais profiter de cette opportunité que vous m'offrez pour demander à l'État béninois, au-delà du cas Rekia Madougou et Joël Aïvo, de se préoccuper réellement de la vie en milieu carcéral. Parce que elle nous concerne tous et elle doit faire l'objet d'une préoccupation comme le réforme du système électoral. Martial Agoliabo, le Bénin sorti par les États-Unis. D'abord, il faut observer une chose dans l'univers du monde d'aujourd'hui. Je me suis référé à la situation au Moyen-Orient, où aujourd'hui l'Israël est devenu, je dirais, le dieu du monde entier et ne fait que bombarder, que ce soit la Palestine et bel et bien le Liban, avec des morts en cascade tous les jours. N'est-ce pas une violation des droits humains? Mais qui soutient l'Israël? C'est bel et bien les États-Unis d'Amérique. Voyez-vous? Donc qui veut donner des leçons à qui? C'est la première question qu'il faut se poser. Des violations des droits de l'homme sont observées tous les jours. Et on ne peut pas dire non à l'Israël, qui tue des civils, des femmes innocentes, des enfants innocents, bombardés tous les jours. Voilà une violation des droits humains. Voyez-vous? Donc c'est pour vous dire en fait que bon, quand vous parlez de pression au niveau des États-Unis, je dis, qui connaît Madougou plus que Talon? Qui connaît Madougou plus que Talon? Moi je pense que c'est vrai, quand un prisonnier, je ne parle pas de Madougou ni de Joël Aïvo, je parle de tout citoyen en fait qui se retrouve derrière les barreaux, doit avoir une condition en fait, je dirais, bien requise en matière donc des droits de l'homme. C'est très important. D'accord? Et si ça ne se fait pas, c'est que effectivement nous allons à la dérive du traitement inhumain en fait de ces derniers qui ont leurs droits normalement. Et c'est pour vous dire aujourd'hui, quand vous voyez le Bénin qui est élu même membre de la commission, je pense, des internationaux des droits de l'homme. Aujourd'hui, avec membre du Conseil des droits de l'homme, voilà, en début d'octobre. Voilà, en début d'octobre. C'est dire que
il y a des baromètres donc qui ont été pris en compte pour que le Bénin soit à ce niveau-là. La deuxième chose que j'ai eu à dire, je me suis dit une chose, hein. La libération en fait de Madougou et de Joël Aïvo passe par, je dirais, deux courants. Les deux courants, je vous assure tout. Si aujourd'hui, les responsables à divers niveaux de l'UP Le Renouveau, du bloc républicain, se retrouvent pour solliciter l'acclamation du chef de l'État, ils seront libérés. Et voilà le premier courant. Ça passe pas ces responsables-là, parce que pourquoi je le dis. Quand vous prenez en fait tous ceux qui sont au niveau de l'UP Le Renouveau, tous ceux qui sont au niveau du bloc républicain, ceux-là ont côtoyé Madougou, tous ceux-là ont côtoyé Aïvo. Voyez-vous, donc ce sont ces courants-là, directs-là, qui peuvent commencer déjà par plaider dans ce sens pour que ces deux soient libérés. Le second courant que je voulais évoquer, c'est que il y a les députés, d'accord, qui ont quand même, je dirais, adopté en temps une loi qui permet à ce que le citoyen qui se retrouve derrière les barreaux fasse une demande directe au chef de l'État, d'accord, pour leur libération. Donc, est-ce que à ce niveau-là, ils ont usé de ce droit? Je n'en sais rien. Pour que le chef de l'État, en fait, dise non ou oui, je n'en sais rien. Donc, il faudrait, en fait, qu'on tourne autour de ces quatre-là pour voir si, éventuellement, il y aura la libération de Madougou et de Aïvo. Puisque, après tout, Madougou, on a besoin des compétences de Madougou, on a besoin des compétences de ce jeune professeur et constitutionnaliste émérite. Voyez-vous, personne en fait ne veut qu'ils soient derrière les barreaux. On veut en fait leurs compétences. Donc c'est dire que aujourd'hui, en parlant donc de la libération de Madougou et de Aïvo, ça nous concerne tous. Ça nous concerne tous. C'est tous les courants, d'accord, qui peuvent donc se réunir pour solliciter donc la clémence du chef de l'État pour la libération de ces deux hommes. C'est-à-dire, quand je dis deux hommes, c'est grand H et politique. C'est très important. Arimi Choubade, est-ce que Martial n'a pas raison quand il parle des précédents des États-Unis, les États-Unis qui soutiennent l'Israël, mais on ne parle pas de droits de l'homme. Mais quand ici on protège même, les détenus sont bien logés, bien encadrés, et pas dans n'importe quelle prison. On vous parle quand même de la prison civile d'Accra-Mestreté, une prison bien moderne. Est-ce qu'on n'a pas raison de croire que les États-Unis s'ingèrent dans les affaires internes du Bénin? Bon, j'avoue que je suis un peu perturbé par ce développement. Voilà, si c'est... Non, notre débat c'est quoi? Est-ce que Rekia Madougou mérite de rester en prison ou non? Je présume que c'est le sens de notre préoccupation, voilà, comment on appelle, les États-Unis qui violent les droits de l'homme en Israël. Les Israéliens vont se battre, ou les Palestiniens vont se battre aussi, et puis enfin, il n'y a pas de souci. Si le débat venait, il y aura on s'est battu pour que l'apartheid disparaisse. Le monde entier va se battre également. Mais ici, nous parlons de libertés individuelles pour Rekia Madougou, qui est en prison depuis 2021, et on ne va pas dire celui qui demande sa libération n'a pas le profil idéal, donc elle n'a qu'à rester en prison. Je ne sais pas si c'est le but de l'opération. Si c'est le but de l'opération, ok, on laisse tomber l'affaire de Rekia et on va parler des violations des droits de l'homme en Israël, au Liban, en Ukraine, peut-être en Irak. Et il y a plein de conflits en Afrique également où ces puissances viennent intervenir pour faire tuer beaucoup de monde. Il y a la guerre du Congo dont personne ne parle et qui est quand même entretenue par le Rwanda, qui est une filiale, si vous voulez, de certaines puissances, dont les États-Unis, bien entendu. Et donc, alors, si on veut aller parler des droits de l'homme sur le plan mondial, on va parler des droits de l'homme. Et si nous parlons des libertés individuelles, des droits d'une dame, est-ce qu'elle a droit à la liberté ou pas? Que dit la loi? Il n'y a pas que les États-Unis qui s'intéressent au cas Madougou. Je vous l'ai dit, il y a aussi la Commission des droits de l'homme de l'ONU qui s'est penchée sur le sujet. Je voulais parler de la Cour africaine des droits de l'homme. On ne peut pas dire que la Cour africaine des droits de l'homme est manipulée par les États-Unis. Donc nous parlons de Rekia Madougou, de ses droits, des conditions dans lesquelles on l'a jugé. On l'a jugé, on l'a condamné pour terrorisme. Elle n'a même pas de complice. C'est le chef d'État qui a parlé
de la probable cible qui serait l'ancien maire de Parakou, qui n'a même pas nommé. Vous voyez, donc, on ne peut pas sur ces faisceaux que je trouve très légers, réduire une dame de la trempe de Rekia qui, on peut l'aimer, on ne peut pas l'aimer, son parcours, tout le monde connaît. Mais est-ce que c'est dans la personne se passe sous Rekia qu'on doit lui appliquer cette peine-là? Sinon, ben, écoutez, si vous voulez qu'on parle des violations des droits de l'homme par les États-Unis sur le plan mondial, mais écoutez, il y a des colloques qui ont été organisés sur ce truc-là. Vous avez vu aujourd'hui tout le narratif des panafricanistes, du monde global, du sud global, tout ce que vous voulez. Hein? C'est toute une littérature, on ne peut pas en finir. Et si on doit juger les États-Unis sur tous les millions de morts qu'elle a causés dans le monde, on ne s'en sortirait pas. Est-ce parce que on est dans ce cas de figure? Parce que, n'oubliez pas, je ne sais pas si c'est quelqu'un qui a invité les États-Unis dans ce débat. Et je vous dis que nos compatriotes à l'étranger continuent d'agir, d'actionner les leviers, même si c'est quand on a tapé à la porte de certaines chancelleries. Ce sont les États-Unis qui répondent favorablement. Je ne sais pas si on va leur dire, non, écoutez, cessez de tuer des gens en Coliban avant de venir parler de l'unité de Yamadou. C'est ça, moi, ma difficulté. Donc, je ne veux pas parler de ce que les États-Unis font. Il y a beaucoup de tribunes, si vous voulez, même, vous pouvez organiser vous-même des émissions sur ça, et on va en débattre à satiété. Mais là, maintenant, nous parlons d'une actualité chez nous, et qui est quand même une pression que les États-Unis mettent une fois de plus pour régler le cas Madougou. Vous voyez, maintenant, est-ce que le cas Madougou est réglé? La question, c'est celle-là. C'est pas réglé. Elle est toujours en prison. Est-ce que nous sommes d'accord que ces droits n'ont pas été respectés? C'est la question. C'est cette question-là qu'on va poser. En tout cas, on a suivi un peu, on a tous suivi le procès. Il y a ces avocats qui montrent régulièrement le créneau. Il y a la question qui est même venue dans le débat politique. On a vu quand une délégation de son parti, les démocrates, était à la présidence, il en a été question. Le chef a dit que par rapport à Rekia, il a déjà expliqué qu'il ne revient pas à la situation. Oui, dit comme ça, pour l'opinion publique nationale et internationale, on continue de se poser des questions. On a vu le même chef d'État sur les plateaux de France 24 qu'elle avait les valises, qu'elle avait rentré au pays avec les valises en main pour organiser la décentralisation du pays entre ces gens-là. Il a même dit qu'avec la complicité de certains chefs d'État de la sous-région, je crois que ce sont ces faits-là qui sont suffisamment importants pour nous à comprendre que d'aller, dans la géostratégie qui concerne les États-Unis et le Moyen-Orient ou d'autres parties du monde, voilà, je crois que cette question-là ne peut pas être adressée à moi. Vous retournez ça à ceux qui en ont envie, ceux qui font les conférences du plateau qui ont envie de débattre de ça. Je crois que je peux leur passer mon temps de parole par rapport à ça. Moi, je vais me contenter de ce qui se passe chez nous par rapport à Rekia. On reviendra sur les brèches que la justice béninoise ouvre pour ces détenus politiques, ces brèches qui ne sont pas encore empruntées. Nikaz Azomaou, Arimi Choubali le disait, malgré les pressions antécédentes, la cagnotte accordée au Millennium Challenge Corporation, 700 millions de dollars venant en 2010 et 200 millions de dollars pour l'année 2022. Non, bon, c'est pas les mesures économiques prises par les États-Unis à travers le projet Millennium Challenge à compte qui permettra d'en venir à bout aux abus qui s'observent dans les prisons. Si nos autorités ne sont pas déterminées à en finir avec ces abus ou bien à améliorer les conditions de détention, tout est une question de volonté. Quand il n'y a pas une volonté manifeste pour tendre vers la perfection, il est difficile d'avoir les résultats qu'il faut, et nous sommes dans un cas d'espèce. Le problème, sinon le dossier Joël Aïvo et Rekia Madougou est un dossier politique et ne peuvent trouver que des solutions politiques. Donc rester
à tourner autour du pot et ne pas aller à l'essentiel serait en train de trahir notre conscience ou de vouloir faire un débat hypocrite. Nous sommes dans un cas politique et la solution ne peut être que politique. Et par rapport à ça, j'invite tous ceux qui agissent d'une manière ou d'une autre pour permettre à ce que le dossier Joël Aïvo Heredia Marikia Madougou soit vidé, même en trouvant une formule biaisée. L'essentiel, c'est que ces deux personnes qui constituent quand même une référence dans la République par leur parcours national et international, de retrouver leur liberté et de pouvoir quand même servir d'autres peuples, si tant est que nous on n'a pas besoin d'eux ici. Encore que à l'interne, on a besoin de leur expertise pour nous éclairer, pour apprendre d'eux. Ce n'est pas en restant en prison que nous allons apprendre d'eux, que nous allons profiter d'eux. C'est ce que moi je pense. Je ne dis pas que le procès n'est pas juste, puisque je ne suis pas juge, et encore moins, je n'étais pas l'avocat de Ricard Magoudou, encore moins de Joël Aïvo. Ce qu'on sait, ils sont condamnés dans un dossier que moi je trouve politique, et la solution politique n'a qu'à leur permettre de recouvrer leur liberté pour servir l'humanité. Est-ce que le Bénin également ne joue pas sur ces accréditations que la Commission béninoise des droits de l'homme ramène au pays également? Récemment, vous avez suivi l'actualité, le Bénin qui est réélu au Conseil des droits de l'homme. Non mais quand vous avez tout ça et on vous dit qu'au sein de vos prisons il y a violation des droits de l'homme, vous en foutez, non? Non mais être élu au Conseil des droits de l'homme, ce n'est pas le sommet des performances. Et on sait comment est-ce que ces situations sont gérées. C'est une question de diplomatie. Apporte-moi ton soutien pour être à un niveau donné et je te rentrerai la monnaie par une autre demande ou une autre situation. Donc, on connaît un peu. Nous sommes dans une question de diplomatie. Nous sommes dans une question de politique. Et face aux questions politiques, on ne peut que trouver des démarches politiques et des solutions politiques. Donc, il faut analyser la question sur cet angle pour comprendre, au lieu de parler d'être élu. On a vu des institutions quand même accréditer nos États et d'être les meilleurs dans la procédure en matière de finances, d'être bon, d'être ceci, et que le niveau économique est à tel niveau et quand même les gens ne trouvent même pas un repas par jour dans ces pays. Est-ce que ces performances-là sont en accord, en harmonie avec les réalités qui s'observent? C'est une grande interrogation. Donc nous sommes dans un cycle de perpétuelle manipulation à des fins politiques. Et tant que nous aurons pour repère la manipulation politique pour des fins politiques, je ne crois pas que nous puissions atteindre les performances d'un vrai développement et d'une prospérité partagée. Martial Lagolago, sur ces accréditations du Bénin et son intégration désormais ou à nouveau au niveau du Conseil des droits de l'homme. C'est dit qu'il y a une avancée, c'est ce que tout le monde dira, parce que ce n'est pas donné à tout le monde de se retrouver au Conseil des droits de l'homme au plan international. C'est dire qu'il y a un travail qui se fait à ce niveau-là. Et puis, la Commission béninoise des droits de l'homme aussi a fait un grand pas, ne l'oublions pas. À cet effet, avec les rapports qui ont été donc dévoilés, vous aurez constaté qu'il y a un travail qui se fait. Donc c'est compte tenu donc de ce qui se fait que le Bénin s'est retrouvé donc au Conseil des droits de l'homme. L'essentiel, c'est toujours d'attirer l'attention en fait sur les autorités, parce que peut-être que au niveau donc de ceux qui sont directement au niveau de nos maisons carcérales, peut-être jouent, je dirais, un peu plus sur leurs devoirs. Donc, il faut qu'on alerte en fait les autorités sur ce qui se passe au niveau des maisons carcérales, afin que les droits de ces derniers soient respectés. C'est ça l'essentiel. C'est très important parce que vous savez. Traiter de façon inhumaine en fait les citoyens qui se retrouvent donc derrière les barreaux, c'est violer donc leurs droits. Et je pense que un travail se fait à ce niveau. Si un travail ne se fait pas,
pourquoi le Bénin aujourd'hui est élu au niveau du Conseil des droits de l'homme. Voyez-vous, il y a des critères qui permettent à ce que ces pays donc se retrouvent au niveau du Conseil des droits de l'homme. C'est-à-dire qu'il y a donc un travail qui se fait à ce niveau-là. Et nous qui sommes donc, je dirais, les éveilleurs de conscience, nous devons toujours continuer par alerter, par dénoncer si nous voyons donc dans certains endroits ou au niveau donc de certaines maisons carcérales qu'il y a des droits humains qui ont été violés. C'est à nous donc de continuer toujours d'alerter afin donc d'interpeller les autorités à prendre conscience et à corriger le tir donc au niveau des maisons carcérales. Arimi Choubadé, le Bénin réélu au Conseil des droits de l'homme et d'autres, quand vous lisez un peu le nouveau statut de la Commission béninoise des droits de l'homme, vous avez quand même l'impression que le gouvernement se cache derrière ces titres pour se dire, eh bien oui, tout va bien en matière du respect des droits de l'homme dans mon pays. Non, mais pour ces nominations, enfin, cette cooptation, c'est pas un trophée. Généralement, ce sont des places réservées à des régions. Pour la sous-région ouest-africaine, il y a des rotations qui se font. Donc, si les pays de la sous-région font bloc pour dire c'est ce pays-là que nous disions, il n'y a pas de raison que l'ONU refuse d'accepter ces choix-là. Donc, ces choix-là, c'est beaucoup plus politique et diplomatique que basé sur le respect d'un certain nombre de critères. Tant que le pays n'est pas sous sanction ou isolé sur le plan international et que le Bénin est un pays membre de l'ONU qui participe régulièrement à ces activités, il n'y a pas de raison qu'on ne le laisse pas essayer. Et puis c'est de façon tournante. Le Bénin fait son mandat, va quitter, et il y aura un autre pays que la sous-région va compter pour la représenter. C'est pas le Bénin qui est représenté. C'est un certain nombre de pays qui ont voulu, parce que le Bénin, vous savez, ça se passe, tout ça c'est diplomatique, il peut y avoir des postes, il y a un certain nombre de postes que les pays se partagent. Et vous allez à tel poste, vous êtes là, c'est de façon rotative, et s'il n'y a pas de sanctions contre le Bénin au niveau des Nations Unies liées justement aux questions des droits de l'homme, il n'y a pas de raison que le Bénin ne siège pas. Donc c'est pas parce que le régime de Talon s'est particulièrement distingué par son souci du respect des droits de l'homme qu'on l'a laissé à ce niveau-là. On a parlé, par exemple, on avait parlé tout à l'heure des États-Unis et même de la Commission des droits de l'homme de l'ONU qui a fait des rapports sur le respect des droits de l'homme au Bénin. Et ça n'a pas choix. Et comme je l'ai dit, une fois qu'une sanction n'a pas été votée et que contre le Bénin et que c'est un pays qui continue de participer, de jouir de ses droits au sein de l'instance, on ne peut pas l'empêcher d'essayer si ceux qui doivent l'élire, parce que c'est pas comment appelle-t-on, c'est pas une liste de pays éligibles qu'on a présenté et l'Assemblée générale de l'ONU a voté pour eux. Ça fait passer dans la cooptation au niveau de chaque sous-région et le Bénin est là parce que c'est surtout du siège. Donc on peut pas, ça n'a rien à voir avec le respect des droits de l'homme. Les Nations Unies ont estimé que ce qui se passe au Bénin n'est pas suffisamment grave pour qu'on exclue le pays ou bien qu'on prive ce pays-là de son droit d'être membre à part entière de l'institution. Il ne faut pas voir ça comme un gain politique ou... Non, mais justement, cette posture n'a pas empêché les États-Unis de mettre la pression en ce qui concerne le cas Rikia. Et sans faire du chauvinisme, on ne peut pas dire que dans le monde, c'est au Bénin que le Bénin est le dernier pays du monde en matière de respect des droits de l'homme. Au moins, nous en parlons. C'est vrai que ce qui se passe chez nous est suffisamment grave, mais c'est aussi vrai qu'il y a des répondants qui dénoncent, qui agissent et qui demandent le respect des règles. Et ça, on ne va pas l'occuper. Et je crois que la veille là va être permanente, quel que soit le degré de répression. La veille sera permanente. Et vous avez vu, les confrères, ils sont là, ils ont, malgré la terreur, ils arrivent à exprimer, quitte à ce que les censeurs ou ceux qui tapent sur les gens fassent leur boulot également. Et ça n'empêche pas des gens de prendre des risques.
les régulateurs, on va dire. Enfin, moi j'ai dit ce que j'ai envie de dire et tout le monde a entendu. Donc, comme je dis, vous savez comment ça se passe où on peut vous interpeller, on peut vous coller un procès, puis après le reste. Il y a plein de gens qui sont détenus aujourd'hui sans procès depuis des années. On a vu l'autre jeune qui est allé mourir, menottes aux pieds, alors qu'il devait être libéré. Ouais, sans avoir été jugé, alors qu'il a passé des années, beaucoup d'années en prison. Voilà, donc vous n'êtes pas dans l'agenda. On a vu même, vous avez suivi l'histoire de quelqu'un qui a été enlevé dans un pays de la sous-région et ramené au pays de force. Vous comprenez? Donc, comment ça là aussi, c'est les régulateurs, mais comment vous les appelez ceux-là? Arimi Choubadé, on va explorer un peu les pistes de solutions pour la sortie de crise où tout le monde espère aujourd'hui que les détenus politiques sortent. Martial proposait par exemple l'apport des députés UP et du bloc républicain. Non, ça c'est pas une question de députés. Est-ce qu'il y a une bloc républicain, est-ce qu'il y a UP? Tout ça c'est une fabrication d'un homme. Ensuite demain il dit allez voter, ils iront voter. Tout le monde connaît ça là. Je ne vois pas les députés UP ou UP prendre une initiative à la matière. On a vu lors des élections présidentielles dernières où c'était avec des vérités d'accorder même le parrainage à Rekia, justement, avant d'être rappelé à l'ordre et avec une certaine violence qui a même abouti. Hein? Donc, oui, je suis d'accord avec Nikel que c'est un problème politique qui va trouver une solution politique. Mais il faudrait quand même un habillage judiciaire. Si on a été très loin, on a fait un procès, quel que soit ce qu'on reproche au procès, ça a été tenu, les condamnations ont été prononcées. On ne peut pas du jour au lendemain ouvrir les cellules et dire, bon, écoutez, continuez votre chemin. Il faudra trouver un habillage judiciaire pour quand même, bon, ou législative, ou à savoir la prise d'une loi d'amnistie pour les élargir, parce que les mises en cause eux-mêmes ne veulent pas d'une grâce. On reviendra à Rémi sur la posture de ces mises en cause-là. Okay. En tant que détenu politique. Niquez, les députés UPR, BR interpellés dans ce dossier, jouer leur jeu pour que ces acteurs soient libérés. Là, vous venez d'entendre la réponse. Est-ce qu'il y a député UP et député BR? Il n'y a pas de députés. Peut-être qu'ils comprennent mieux maintenant l'enjeu quand les États-Unis non, leur volonté ne compte pas. C'est ça ce qu'il faut comprendre. Ils sont dans un système politique. Ils sont dans une dynamique politique. Ils sont dans une stratégie politique. Donc, c'est les conclusions. Soit vous acceptez de les respecter, ou vous demeurez UP ou BR, ou vous ne voulez pas respecter, et vous êtes hors du système. Donc, c'est la question fondamentale qui se pose. Et par rapport à ça, il n'y a pas de solution ou de volonté. Soit tu restes et tu subis, ou tu dis non, ou tu es dehors. Mais en fin de mandat, tout peut basculer, non? Il peut profiter, non? Non, mais c'est toi qui connais la fin de mandat. Est-ce que tu sais qu'il y aura fin de mandat? Non, quand même. Patrice Talon a rassuré. Non, mais il a rassuré. De façon constitutionnelle, il l'a dit. Hein, l'autre, c'était sans miser sur la Constitution. Non, mais écoutez, ce qui est sûr, c'est vrai que constitutionnellement, il ne peut pas aller au-delà. Mais lorsque vous avez suivi un peu Ousmane Batokor, qui dit que de laisser la démocratie respirer, ça veut dire ce que cela veut dire. Dès qu'il y a des vérités pour postuler, pour être présidentiable, vous avez vu, même celui qu'on appelle l'ami intime Collant, on l'a décollé pour le jeter en prison pour des soupçons des soupçons de coup d'État. Et puis, si c'est de l'autre côté, si c'est les opposants, soit vous prenez la route de l'exil, soit on vous dépose en prison. Et on trouvera toujours la manière de qualifier, de requalifier les faits qu'on veut pour vous mettre au silence. Vous voyez? Donc il y a la posture, il y a les textes, et puis il y a la posture qui donne des inquiétudes. Mais on ne sait pas si... on a même l'impression que les gens veulent même mettre dans le coup électoral directement les candidats choisis par le camp qui gouverne à travers ce qu'ils appellent la dictature de la majorité. C'est tous ces faisceaux-là qui donnent aujourd'hui, qui ne permettent pas d'être assez serein
dans l'analyse, sinon on sait très bien que la Constitution ne permet pas à Talon de continuer. Mais on sent que quand même, il y a une velléité de continuer d'une manière ou d'une autre. Voilà. Okay. Ça va être à quel prix? Parce qu'on a déjà versé, dans le bilan, vous avez déjà 25 tués depuis 2019 pour des questions d'élection. Alors, dans cette volonté, dans cette tentative de rester sans rester, quelles seront les conséquences? C'est la grande question. Michael, oui, poursuivez. Non, je ne veux pas en rajouter davantage pour qu'on dise qu'on est en train de manipuler l'opinion, de faire croire à l'opinion que Patrice Talon veut demeurer au pouvoir. On veut susciter les révoltes, tout ça. Non, ce n'est pas ça, mon problème. Même moi, mon problème, et le problème de tous les Béninois aujourd'hui, c'est de vivre dans un pays en paix et en sécurité, même si on n'arrive pas à s'offrir le repas minimum, qu'on puisse quand même être dans un pays de paix et de liberté qui nous assure les allées et venir. En disposant d'un pays comme ça, ce qui est sûr, on aura les conditions et les moyens un jour de s'offrir les 3 repas. Martial Agoliago, UPLE Renouveau, Bloc républicain, vous le faites appel dans ce dossier. On connaît bien la posture de ces députés. On sait qu'ils sont de la majorité, une majorité que d'aucuns qualifieront de pipan. Non, vous savez, ce n'est pas seulement les députés. J'ai dit des responsables à divers niveaux du parti. Voyez-vous, ce n'est pas seulement les députés. Vous faites allusion à qui? Mais écoutez, est-ce que le professeur Diogbenou est député de l'Assemblée nationale? C'est pas lui qui est le président de l'UPLE Renouveau. C'est tout le bureau politique. Voyez-vous, y compris les députés qu'on sort. C'est eux qui vont jouer le jeu. Voyez-vous. Et toi, tu penses que Diogbenou a la carte en main? Non, vous savez, aujourd'hui, il faut reconnaître une chose. Le chef de l'État est en train de finir son mandat. Voyez-vous, le chef de l'État est en train de finir son mandat. Et c'est vrai, il va mouiller le maillot pour chercher à mettre son dauphin au pouvoir en 2026. C'est de bon ton. Voyez-vous, c'est pour vous dire en fait que celui qui viendra par exemple en 2026 fera une recomposition en fait de la classe politique. Même si c'est, je le dis, je sais pas, même si c'est l'UP, le Renouveau et le BR en fait qui sont là encore en 2026, mais ils ne vont plus composer avec l'actuel président qui est là. C'est un nouveau président de la République. C'est-à-dire que aujourd'hui, écoutez, allez les côtoyer. Vous pensez que même les responsables de l'UP, le Renouveau et de BR sont contents de voir derrière les barreaux Madougou et Aïvo? Non, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il faudrait rentrer dans l'action parce que le chef de l'État est partant. Voyez-vous? Donc maintenant, parce que après tout à l'heure j'ai suivi mon doyen et Ademi Choubaré. Mais qui est lui qui donne en fait mandat au président de représenter donc le Bénin? C'est le peuple béninois. Donc en 2026, le peuple béninois fera le bilan des actions de l'actuel chef d'État, de l'actuel locataire de la Barilla. Et c'est après le bilan, d'accord, qu'on dira oui, mais il faut la continuité ou bien il faut la rupture. Parce la continuité sans bien sûr tête de liste Patrice Talon, selon la Constitution. C'est ce que je dis. La vraie rupture, en fait, sera prononcée par le peuple béninois en 2026. À travers le bilan, d'accord, de l'actuel chef de l'État. Donc, c'est dit qu'aujourd'hui, c'est-à-dire il faudrait en fait qu'on cesse, d'accord, de surfer dans l'hypocrisie. Le chef de l'État, c'est le père de la nation. Voyez-vous? Mais écoutez, est-ce qu'il a refusé qu'on lui parle? Non, je ne pense pas. Donc, il faudrait mener des actions envers lui, d'accord, pour quand même essayer de décrisper, en fait, tout ce qu'il y a, comme je dirais, en griffe tension dans le pays. Voyez-vous? Donc, si vous ne faites pas ça, et tantôt on dit, mais c'est lui seul qui décide, on n'a pas de lui. Mais, écoutez, c'est un humain. C'est un humain. Donc, si ceux-là qui sont autour de lui, d'accord, n'arrivent pas à faire cette demande-là, à tout moment, et se taisent. Mais écoutez, une seule hirondelle ne fait pas le printemps. Donc, il faudrait que ceux-là, en fait, fassent l'action, d'accord, de synergie avec la société civile aujourd'hui qui également sollicite également la libération de ces derniers. Donc, c'est ensemble que le travail se fera. C'est pourquoi il a dit que ce n'est pas... C'est vrai, ils sont dans le moment 7. Mais... on dit à qui le tour, ça peut venir. Demain, on peut voir également d'autres responsables de l'UP, le Renouveau, bien du Bloc républicain derrière les barreaux. D'accord? À qui le tour? Donc, c'est dire que ils ont également un rôle déterminant à jouer. Si éventuellement aujourd'hui, la loi relative à l'amnistie qui est au Parlement,
Donc, si les responsables au sommet commencent véritablement par solliciter donc la clémence du chef de l'État, d'accord, à travers cela, et ça doit passer donc par le Parlement, quitte maintenant ces députés BR et de l'UP de venir quand même se prononcer sur la question pour libérer ces derniers. Je ne parle pas seulement de Rekiadé, de Yaïvo, il y a d'autres détenus politiques, voyez-vous. Donc, il faudrait que tous ensemble, nous arrivions quand même, je dirais, à pousser le Bénin très haut, parce qu'aujourd'hui, on pense également à la modernisation de la nation, et ça passe par les compétences en fait de ceux également qui sont compétents et qui se retrouvent donc derrière les barreaux. Arimi Choubade, ceux qui sont compétents et qui se trouvent aujourd'hui derrière les barreaux ne disent rien et n'en pointent même pas la voie législative tracée. Je n'ai pas compris, vous parlez de qui? Je parle de Joël Aïvo, je parle de Ricky Amadougou. Et qui ne font rien, c'est ça? Oui. Ils vont faire quoi? Il y a aujourd'hui la demande de grâce. Non, mais ils n'ont aucun intérêt à se faire grâcer. La grâce suppose que vous avez fait ce qu'on vous reproche. Et que dans un instant de magnanimité, le chef d'État décide de vous laisser en liberté. Vous ne pouvez plus participer aux élections ou des choses comme ça. Ne faites pas l'infraction. On dit oui, vous avez commis l'infraction. Puis vous avez accepté, avant d'aller demander la grâce, vous pouvez contester votre condamnation et demander qu'on fasse la grâce. Donc pour vous, il est hors de question qu'ils empruntent cette voie. Ils n'ont même pas fait de recours. Ils n'ont pas reconnu les faits, ils n'ont pas accepté les sentences et ils vont être dans cette poursuite et venir demander pardon encore. Ce n'est pas possible. Il est exclu que, en tout cas, pour qu'il y ait je ne vois pas dans une poursuite de demande de grâce. Pour demander la grâce, il y a de la poursuite, c'est-à-dire reconnaître que vous avez fauté, demander des excuses, demander pardon, et maintenant matérialiser ça dans une demande. Vous pouvez dans une demande, Monsieur le Président, je ne suis pas d'accord avec mon tel, pardonnez-moi. C'est bon. Tout ça. Je ne vois pas ce qu'ils peuvent faire. Ils ont constaté qu'ils ont été victimes d'une injustice et que le bourreau est pour le moment en position de force et voilà, il ne garde que pour eux que leur honneur, leur refus d'accepter l'autocratie et ça ne peut pas aller au-delà, à moins que vous n'ayez les aider à casser les barreaux et là encore il faut fuir, c'est pas une posture assez glorieuse, ça veut dire que bon voilà, avec toutes les conséquences, tout cela, je ne vois pas demander grâce. Voilà. Je ne demande pas grâce. Le chef d'État ne peut pas leur accorder de grâce. Si les gens ne sont pas demandeurs, on ne peut pas leur accorder une grâce. Et quand je le dis, la grâce n'est pas sur l'inflation. Par contre, l'amnistie, d'un trait, si c'est l'amnistie, c'est que les faits n'ont jamais existé. Le jugement, même si un juge n'a jamais existé. Par contre, pour la grâce, c'est que vous acceptez, vous êtes conscient que vous avez fauté, vous avez condamné, vous avez accepté la condamnation et vous demandez pardon. Mais qu'est-ce Azumaou inopportun de demander? On ne s'inscrit que dans la démarche de grâce que lorsque on est conscient que l'acte posé et sanctionné est vérifié. Mais si je dis je ne suis pas d'accord avec la décision et que je fais des démarches pour justice rendue, je ne peux pas en même temps entreprendre une démarche qui contredit ce que je revendique. Ça veut dire que je veux quelque chose et en même temps son contraire. Donc, une grâce, je ne crois pas que ça soit la formule idéale. Je vous ai dit tantôt que nous sommes dans un dossier politique. Et face à un dossier politique, on ne peut que trouver des solutions politiques. La solution politique n'a qu'à être trouvée pour libérer chacun. Chacun. Ça, c'est mon point de vue. Et en la matière, il faut faire preuve de courage politique pour trouver la solution politique. Reconnaître ses erreurs n'est pas une faiblesse, ou reconnaître qu'on a mal agi n'est pas une faiblesse. Au contraire, ça vous grandit dans votre qualité de leader et de grand homme politique. Martial Agoliago, sur cette question de grâce présidentielle. Non, vous savez, le braqueur qui tue des vingtaines de personnes par jour se fait pardonner par Dieu s'il reconnaît effectivement ses forfaits. C'est dire en fait que c'est vrai, si je ne me reconnais pas dans ce qu'on me reproche,
il serait difficile de demander la grâce. Mais le maire, c'est qu'aujourd'hui, la seule personne habilitée, en fait, à gracier à Ivor et Madougou, c'est bel et bien le chef de l'État, Patrice Talon. Et comme je le dis toujours, personne ne sait ni l'heure. C'est un monsieur, en fait, qui souvent essaie de dresser un calendrier même qui dépasse déjà même l'année dans laquelle nous sommes. C'est-à-dire qu'on ne peut pas dire exactement à quel moment il peut décider donc de sortir Madougou et Ivor. Mais je suis convaincu d'une chose. L'année 2025, il est encore au pouvoir. C'est-à-dire que personne ne saurait en fait l'heure à laquelle il peut se prononcer en fait sur la libération de Madougou et de Ivor. Et comme je le dis, j'ai toujours le dit, qui connaît Madougou plus que Talon. Donc attendez de voir. Il n'a pas encore fini son mandat. Il peut faire bel et bien cette surprise en les libérant. Arumé Choubade, pour finir ce débat, vous partagez cet optimisme de Martial Goliago? Ce que moi je fais, sur les faits, il a dit publiquement à la délégation de l'aide démocrate par rapport à il ne revient plus là-dessus. C'était cinglant. On le dit également, sa marge de manœuvre, c'est de dire à ces députés de voter la loi dans. C'est tout. On va prendre une grâce s'il n'y a pas de demande. Puisque la grâce aussi, c'est toute une formation. Je veux pas dire qu'il n'y a pas de juge de grâce. Non, c'est pas possible. Il faudrait qu'on prépare les dossiers. Et que dans les dossiers, il soit mentionné la demande et en même temps l'acceptation du requérant qu'il a fauté et que sa peine est juste. D'abord, et il reconnaît, il demande au chef d'État de se gracier. Il dit si je vais dire les gars qui ont convaincu de déposer cette demande, le chef d'État va se lever lui-même et dire je les gracie. C'est même pas possible. Donc la seule marge de manœuvre doit la personne de demander à sa majorité de consentir à voter cette loi d'amnistie. Voilà, c'est pas lui qui se décide, qui dit bon, année 2025, je décide. Oui, c'est vrai, la loi est sur la table, la loi est à l'Assemblée nationale. C'est lui qui a la majorité, c'est lui qui a les cartes en main. Il se lève un jour et dit allez leur voter la loi là pour qu'on en finisse. Voilà, c'est la seule marge de manœuvre de cette chose. Il ne peut pas même faire l'initiative de gracier. Merci à vous.